Alors, professeur Charles-Stéphanie, bonjour. Bonjour Maître Landau. Bon, alors, on va parler un petit peu de la troisième édition de ce magnifique bébé qui fait. Alors, si je dis le nombre de pages, évidemment, ça va effrayer tout le monde, alors que ça se lit comme un roman, bien évidemment. 1150 pages. C'est le troisième opus de votre ouvrage sur le droit public financier, donc chez Lefebvre Dalloz. C'est un précis. Et comme tous les précis, on a un usage qui peut être théorique, universitaire, comme pratique. Première chose qui est induite par le titre, mais qui m'a surpris et ravi, c'est que au lieu d'avoir un manuel qui se concentre uniquement sur les finances publiques de l'État, comme tant d'ouvrages, pas d'aujourd'hui bien sûr, mais du temps où j'étais étudiant il y a fort longtemps, ou sur les finances locales, et qui sont souvent perçus comme deux univers totalement disjoints. Là, évidemment, techniquement, les deux sujets sont traités l'un à côté de l'autre, mais que l'on parle de la responsabilité, que l'on parle des principes ou autres, on retrouve des ponts qui sont faits et que je trouve intéressants, notamment dans les premières parties sur les normes juridiques, les ressources publiques, et puis à la fin sur la responsabilité. Quelles ont été les choses que vous êtes assignées comme objectif en écrivant cet ouvrage? Au-delà de répondre évidemment aux standards du genre et à ce qu'attendent les étudiants et ce qui est attendu d'eux, mais que vous êtes-vous assigné comme objectif qui pourrait différencier cet ouvrage de tous ses devanciers? Alors, il y avait plusieurs objectifs en réalité. Alors, comme vous l'avez indiqué, l'idée c'était déjà de pouvoir avoir une vision assez large du droit financier et des composantes en termes de finances publiques. Donc c'est vrai qu'on y retrouve les finances de l'État, les finances locales, les finances sociales et les finances de l'Union européenne. C'était devenu, je pense, une nécessité qu'on retrouve d'ailleurs chez certains de mes collègues, les ouvrages de certains de mes collègues, c'est-à-dire l'idée d'avoir un panorama le plus large possible et d'intégrer finalement toutes les dimensions et toutes ces sphères financières. Ce qui nous caractérise, vous parliez des ouvrages de votre époque, c'était à peu près la même que la mienne. Il est vrai que Un peu avant. les finances sociales ne faisaient pas partie de la sphère financière publique. Donc, y a véritablement des frontières qui ont évolué et qu'il était nécessaire de prendre en compte. Au-delà de ces sphères financières, l'idée c'était également de traiter les différentes dimensions du droit public financier. On parle de droit budgétaire, on parle de droit de la comptabilité publique, on parle de contentieux financier, on parle un tout petit peu de droit fiscal, mais là, vous m'avez déjà reproché l'importance de l'ouvrage. Si j'avais rajouté la dimension droit fiscal, je pense que l'éditeur n'aurait pas du tout été content pour publier tout ça. Donc, il a fallu faire des choix, Si j'étais sachant encore que étudiant enseignant, je vous en ferais le reproche. En tant que praticien, je vous en fais certainement pas le reproche. Plus c'est précis, plus j'y trouverai mon miel. et donc l'idée, le constat que certains avaient déjà investi avec des ouvrages très spécifiques le droit fiscal, donc laisser ce champ-là à ces ouvrages particuliers et m'attaquer aussi à un sujet qui m'intéresse particulièrement et que là C'est pour le coup je constatais ne pas trouver finalement ce qui me suffisait dans les ouvrages de mes collègues, à savoir le contentieux financier, la responsabilité financière. Comme vous le savez, c'est un petit peu un de mes dadas, donc il était normal d'y consacrer plusieurs pages. Alors la particularité de la troisième édition par rapport à la précédente, c'est déjà qu'il y a moins de pages. On pourra constater qu'il y a un peu moins de pages, résultant justement de ce nouveau régime de responsabilité financière qui est entré en vigueur le 1er janvier 2023, qui m'a amené à supprimer pas mal de développements, notamment sur le jugement des comptes des comptables publics, à retravailler un petit peu tout ça et à refonder. Alors, avec une particularité, c'est que le régime n'a même pas 2 ans d'âge, donc il a fallu faire avec, en l'état de la jurisprudence de la Cour des comptes et intégrer tout cela dans l'ouvrage. autre chose qui m'a intéressé dans votre ouvrage, c'est le fait que régulièrement sont évoquées les comparaisons internationales. Je sais que c'était aussi un de vos dadas et vous avez officié, y compris dans des rapports publics à ce sujet. Qu'avez-vous à en dire? Était-ce indispensable, ce que moi je crois être le cas? Et est-ce que cela conduit à relativiser ou au contraire souligner la spécificité française en ce domaine? Alors, une nécessité, voilà, je pense qu'on est en terrain convaincu ici. Il n'est plus possible aujourd'hui
de faire du droit en général et de faire du droit public financier en particulier sans faire du droit comparé. Même si, bien évidemment, il faut relativiser le propos. Tous les systèmes ne sont pas comparables. Il faut être très prudent sur les comparaisons, mais ça a le mérite effectivement d'attirer l'attention sur des spécificités. Vous posiez la question spécificité ou autre, j'ai envie de dire les deux. Les deux, je pense que c'est une nécessité tout à la fois pour attirer l'attention sur ce qui nous caractérise au niveau du droit public financier et puis nous abreuver, nous alimenter sur ce qui nous vient de l'étranger pour en apprécier les singularités, pour voir dans quelle mesure il est possible de nous-mêmes progresser sur un certain nombre de sujets et pour montrer tout simplement qu'on n'est pas forcément obligé de faire systématiquement la même chose. Sur le principe d'annualité, on voit des variables assez importantes entre les États, avec effectivement des calendriers budgétaires qui sont différents, avec des calendriers qui coïncident avec l'année civile, ce qui est le cas en France, qui ne coïncident pas sur d'autres États. Même chose sur le principe d'universalité d'unité budgétaire, où on peut avoir la tentation de tout concentrer au sein d'une loi, en l'occurrence pour nous une loi de finances, avoir effectivement d'autres variables possibles. C'est le cas aux États-Unis où on a un échéancier, un calendrier budgétaire qui se succède avec plusieurs textes qui vont fixer ce cadre budgétaire de l'État et de l'État fédéral en général et puis qui va renvoyer effectivement aux États fédérés le soin de préciser le contenu. Texte par texte, thème par thème, on peut évoquer la CDBF, la suppression de la TH, etc. Évidemment, vous avez à chaque fois évoqué les évolutions historiques au moins récentes par sujet. Déjà parce que c'est un réflexe naturel quand on fait une mise à jour, que d'ajouter un nouveau chapitre sur ce qui a évolué plutôt que de tout refaire. Et ça apporte une dimension supplémentaire à l'ouvrage. On a une comparaison internationale d'une part, mais un recul historique d'autre part. Mais n'avez-vous pas été tenté de réfléchir pour la future 4e édition à un thème purement historique au début, voire peut-être même à la fin, pour retracer les mouvements de cette matière? Car c'est un thème qu'on retrouve assez souvent, mais un peu en filigrane, sans que ça soit traité à part. Est-ce que, ce n'est pas une critique, mais c'est une question, est-ce que en travaillant vous-même dans cette mise à jour assez monumentale, c'est quand même un gros travail, est-ce que vous avez parfois, en faisant inévitablement des ponts entre thèmes, le sentiment quand même qu'on est dans une matière qui a quelques mouvements qui historiquement font sens et qui sont communs aux différentes branches traitées dans des chapitres différents? Par exemple, le contrôle par l'Assemblée délibérante sur l'exécution a beaucoup évolué au niveau national, elle évolue un petit peu au niveau social, elle évolue beaucoup au niveau local, me semble-t-il. Ça reste très lent, on reste très loin de certains standards internationaux, mais ça évolue, avec des choses qui me semblent être des évolutions parallèles. Sur un certain nombre de contrôles d'exécution ou sur un certain nombre, par exemple, de questions de degré de précision dans les votes et des effets que cela et autres, il me semble qu'il y a quelques éléments qui historiquement font sens. Et c'est pour ça que j'évoquais plus d'ailleurs le fait que ça puisse être un propos final qu'introductif, parce que ça nécessite de bien connaître la matière, de l'avoir abordée pour commencer ce genre de synthèse. Est-ce que ça serait artificiel? Ce que c'est peut-être, hein, ou est-ce que selon vous, quand vous faites cette mise à jour, vous faites ce genre de pont de plus en plus? Alors, ce ne serait pas artificiel, mais il y a, j'ai envie de dire, un choix, parce qu'il y a différentes manières de traiter à la fois les connaissances de base et puis les actualités qu'on va ajouter au fur et à mesure des éditions. Le choix qui a été fait dès le départ, ça a été effectivement de disséminer finalement entre les différents paragraphes les éléments de contextualisation historique. Et je pense que c'était plus comme ça que j'imaginais finalement la conception de l'ouvrage, de manière justement à accompagner le lecteur pour chaque branche, pour chaque notion, pour apporter les essentiels. Un petit peu comme je l'ai fait d'ailleurs pour le droit comparé. Vous n'avez pas des développements spécifiques consacrés au droit comparé, ils sont disséminés de la même manière. Généralement, vous avez sur la notion l'historique qui commence et puis vous avez les éléments de droit comparé qui finissent les développements concernés. Donc l'idée, c'était véritablement d'avoir le visuel le plus large possible, à la fois en termes historiques, en termes de droit comparé, de manière à accompagner le lecteur. Alors j'entends très bien hein, votre proposition, mais ça m'amènerait finalement à soit opérer des doublons, ce qui alourdirait encore l'ouvrage, ce qui n'est pas
quelque chose qui serait envisageable en l'état. Donc c'est vrai que d'emblée, il a fallu faire un choix. Le choix, il a été fait dès la première édition. Et très clairement, ce choix va être maintenu. Je ne m'imagine pas, vu le temps qui m'a été nécessaire pour réaliser déjà la première version, la première édition, et le temps que me prend la mise à jour à chaque fois de cet ouvrage, je ne m'imagine pas me relancer dans une recontextualisation et revoir le plan. Je vais laisser ça à un de mes collègues, à un de mes jeunes collègues qui, à un moment donné, aura l'envie de se lancer sur un ouvrage aussi conséquent et qui probablement retiendra une autre approche. Puisque vous évoquiez le travail, c'est un travail de bénédictin. Comment s'organise-t-on? Est-ce que c'est obligatoirement tous les jours ou toutes les semaines? Sinon, on est perdu. C'est ce qui était la position du professeur Chaput pour ses fameux manuels. Vu la taille de ceux-ci, on peut le comprendre. Ou est-ce qu'au contraire, vous avez besoin de vous bloquer par des périodes entières? Ou est-ce que c'est totalement corrélé à la mise à jour de vos cours? Alors, j'ai envie de dire, toutes les méthodes sont utilisées pour garantir l'actualisation de l'ouvrage. Il y a effectivement le lien avec les éléments de cours, puisqu'il y a le traitement de l'actualité, l'intégration au fur et à mesure des éléments. Je n'ai pas de cours écrit. Je vais en cours avec un plan et j'agrémente en fonction des éléments d'actualité. Par contre, oui, la méthode est importante, c'est-à-dire que l'encre de la 3e édition n'était pas encore sèche, que je me lançais déjà sur la 4e édition. Dès qu'il y a des éléments d'actualité, il faut à un moment donné avoir un fichier sur son ordinateur ou un dossier sur son bureau dans lequel on ne va pas oublier les choses. La 3e édition que j'ai également sous la main, là pour l'instant elle est très belle, mais d'ici quelques semaines, il y aura déjà plein de post-it qui vont apparaître pour identifier justement les éléments à mettre en face en termes d'actualité. Et finalement, dans 3 ans, lorsqu'il sera question de relancer, puisque l'apparition se fait tous les 3 ans pour cet ouvrage, lorsqu'il sera question de se relancer sur la 4e édition, il va falloir que je rassemble ces informations-là pour l'actualisation. Alors, c'est vraiment un travail de bénédictin, comme vous le dites, parce qu'à un moment donné, il va falloir que je bloque 2 à 3 mois pour mettre à jour cet ouvrage. C'est une actualisation qui me prend beaucoup plus de temps que je ne l'imaginais. Je ne suis pas mon premier essai en termes d'ouvrage. J'ai déjà plusieurs ouvrages à mon actif. Et il y en a certains qui sont bien évidemment beaucoup plus petits, donc qui me nécessitent moins de temps de travail. Mais là, il y a véritablement un souci en termes de précision, c'est pas pour rien qu'on est dans la collection des précis, hein. Un souci dans le détail, dans l'information, et puis une sélection, parce qu'on peut pas tout mettre non plus. Peut-être la particularité pour la 3e édition, c'est lorsqu'on se retrouve confronté à une évolution aussi importante que l'ordonnance du 23 mars 2022 qui vous oblige à refondre entièrement un chapitre, voire une partie de l'ouvrage. Là, c'est encore plus conséquent, c'est-à-dire que je pense avoir passé beaucoup plus de temps sur la 3e édition que je n'en avais passé sur la 2e édition. Logique. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Je vous remercie, Maître Landau, au revoir.